Comment ça fait de ne plus servir à rien, maman? Mon fils a souri en prononçant ces mots. Un sourire léger, presque amusé, devant toute la famille de ma belle-fille. Autour de la table, les visages se sont figés une seconde avant de sourire aussi, comme si c'était une blague acceptable. Moi, j'ai souri en retour. C'est ne plus avoir à payer ton loyer. Le visage de Thomas est devenu blanc comme un linge. Ma belle-fille, Léa, s'est étranglée avec son vin et a crié « Comment ça? Quel loyer ?» Je m'appelle Anaëlle Perrin, j'ai 73 ans. Et ce soir-là, un simple dîner de famille a fait exploser un mensonge que j'avais gardé pour protéger mon fils. Pendant des années, j'ai cru que le silence était une forme d'amour, que payer en cachette, sourire malgré l'humiliation, effacer mes propres besoins, c'était ce qu'une bonne mère devait faire. Mais ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé, pas avec fracas, non. C'était un craquement discret, comme une branche sèche qu'on écrase sous le pied sans y penser. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit la vérité. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Nous étions chez Léa et Thomas, dans leur appartement lumineux du 16e arrondissement. Un 3 pièces avec parquet haussmannien, moulures au plafond, balcon filant donnant sur une cour arborée. Le genre d'endroit qui sent la réussite tranquille. Les parents de Léa étaient là. Son père, Gérard, architecte à la retraite. Sa mère, Françoise, ancienne professeure de lettres, des gens cultivés, polis, avec cette aisance naturelle des familles qui n'ont jamais eu à se soucier de l'argent. Moi, j'étais assise au bout de la table, comme d'habitude. On m'avait servi en dernier. On ne m'avait pas demandé mon avis sur le vin. Quand Léa avait apporté le plat principal, un gigot d'agneau parfaitement rôti, elle avait remercié tout le monde sauf moi, alors que j'avais passé l'après-midi à éplucher les légumes dans la cuisine. Thomas était en pleine discussion avec Gérard. Il parlait d'un projet d'extension pour une maison secondaire en Normandie. Mon fils riait fort, gesticulait, racontait des anecdotes sur ses clients exigeants de son cabinet d'architecture. J'écoutais en silence, les mains posées sur mes genoux. Et puis, au milieu du dessert, une tarte tatin encore tiède, Thomas s'est tourné vers moi. « Maman, tu ne dis rien ce soir. Tu te sens bien ?» Sa voix était joviale, mais il y avait quelque chose de condescendant dedans. Comme si j'étais une vieille tante un peu gâteuse, qu'on doit inclure par politesse. J'ai hoché la tête. « Je vais bien, mon chéri. »« Tu es sûr ?» a insisté Léa avec un sourire crispé. « Tu as l'air fatigué. » J'allais répondre, mais Thomas a levé son verre et a lancé, comme une boutade, « C'est vrai que maman vieillit. Bientôt, il faudra qu'on s'occupe d'elle, hein ?» Tout le monde a ri. Pas moi. Thomas a continué sur le même ton léger. « Franchement, maman, comment ça fait de ne plus servir à rien ?» Le silence s'est installé une demi-seconde. Gérard a toussé. Françoise a bu une gorgée de vin. Léa a souri nerveusement. Et moi, j'ai senti quelque chose remonter du fond de ma poitrine. Une vague froide, une lucidité brutale. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Et j'ai souri. C'est ne plus avoir à payer ton loyer. Le visage de Thomas s'est vidé de toute couleur. Léa a reposé son verre brutalement. Comment ça? Quel loyer? Je n'ai pas détourné le regard. Le loyer de cet appartement, Léa. Celui que je paie depuis 4 ans. 1 800 € par mois, prélevé automatiquement de mon compte. Léa s'est tournée vers Thomas, les yeux écarquillés. « Thomas? C'est vrai ?» Mon fils ouvrait la bouche, la refermait, cherchait ses mots. Gérard et Françoise nous fixaient, pétrifiés. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Il y a eu un silence épais, presque palpable, comme si l'air de la pièce s'était solidifié. Les bougies sur la table continuèrent de danser doucement. Le parfum du café qui refroidissait dans les tasses. Tout était suspendu. Puis Léa a repoussé sa chaise. J'ai besoin d'1 minute. Elle s'est levée et a quitté la salle à manger. Thomas l'a suivie des yeux, le visage fermé, les mâchoires serrées. Gérard s'est raclé la gorge. « Bon, je crois que nous devrions peut-être... » Françoise a posé une main sur son bras. « Nous allons vous laisser régler cela en famille, » a-t-elle dit avec une politesse glaciale. Ils ont pris leur manteau et sont partis sans un mot de plus. Thomas est resté assis, les coudes sur la table, la tête entre les mains. Moi, je suis restée immobile, les mains posées sur mes genoux,
le dos droit, comme j'avais toujours fait. Et dans ce silence, j'ai pensé à tout ce qui m'avait amené ici. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il faut que je vous ramène en arrière, que je vous raconte qui j'étais avant ce dîner, avant que Thomas ne devienne cet homme qui sourit en m'humiliant, avant que je ne devienne cette femme invisible au bout de la table. Il y a eu une époque où notre maison était pleine de rire. C'était une petite maison à Boulogne-Billancourt, avec un jardin étroit mais ensoleillé. Mon mari, Philippe, était ingénieur chez Renault. Moi, j'enseignais le piano à domicile. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions bien, confortablement. Thomas était notre seul enfant, un garçon brillant, curieux, affectueux. Il adorait dessiner. Je me souviens encore de lui à 6 ans, assis par terre dans le salon, entouré de feuilles blanches, traçant des maisons imaginaires avec des crayons de couleur. « Maman, regarde, c'est notre maison, mais en plus grand, avec une piscine et un toboggan. » Je riais. Philippe aussi. « Tu seras architecte, mon fils, » disait Philippe en ébouriffant ses cheveux. Et Thomas levait les yeux vers nous avec ce sourire lumineux qui nous réchauffait le cœur. C'était notre vie. Simple, heureuse. Le dimanche, nous allions nous promener au parc de Saint-Cloud. Philippe portait Thomas sur ses épaules. Moi, je marchais à côté d'eux, un panier de pique-nique au bras. Nous nous installions sous un arbre et Thomas courait après les pigeons pendant que Philippe me prenait la main. « On a tout ce qu'il faut, Anaël », me disait-il. « On a tout. » Et c'était vrai. Mais la vie a une manière cruelle de nous rappeler que rien n'est éternel. Philippe est mort quand Thomas avait 16 ans. Un accident de voiture, banal, stupide. Une route glissante un soir de novembre. Un camion qui n'a pas freiné à temps. On m'a appelé à 2 heures du matin. Une voix neutre au téléphone. Des mots qui ne voulaient rien dire. Accident, hôpital, décédé. Je me souviens avoir raccroché et être resté debout dans le couloir, incapable de bouger. Puis, j'ai entendu la porte de la chambre de Thomas s'ouvrir. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dû lui dire. Trouver les mots. Le regarder s'effondrer. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Thomas s'est refermé. Il ne riait plus. Il ne dessinait plus. Il passait des heures enfermé dans sa chambre, les écouteurs sur les oreilles, le regard vide. Moi, j'ai dû tout gérer. Les funérailles, les papiers, la maison, les factures. L'assurance vie de Philippe était modeste, mais suffisante pour nous permettre de tenir quelques années. Je me suis battue. Pour nous deux. J'ai continué mes cours de piano. J'ai pris des élèves supplémentaires. Le soir, je cousais des ourlets pour une couturière du quartier. Je dormais peu. Je mangeais moins. Mais je voulais que Thomas ait tout ce dont il avait besoin, qu'il puisse continuer ses études, qu'il devienne l'homme que Philippe aurait voulu qu'il soit. « Maman, tu n'es pas obligée de faire tout ça, » me disait-il parfois. « Je sais, mon chéri, mais je veux le faire. » Et je le pensais vraiment. Thomas a été admis à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. J'étais si fière. Philippe aurait été si fier. J'ai vendu la maison de Boulogne pour payer ses études. C'était douloureux, mais nécessaire. Nous avons déménagé dans un petit 2 pièces à Montreuil, moins cher, moins lumineux, mais peu importait. Thomas étudiait, travaillait dur, rentrait tard le soir, épuisé, mais déterminé. « Tu vas réussir, mon chéri », lui disais-je en lui préparant un thé. « Grâce à toi, maman. » Il me serrait dans ses bras, et je me disais que tout ce sacrifice valait la peine. Puis Thomas a rencontré Léa. C'était lors d'un vernissage organisé par son école. Une jeune femme élégante, avec des cheveux blonds coupés courts et un sourire parfait. Elle étudiait le droit à Assas. Son père était architecte, sa mère, professeure. Thomas est tombé amoureux immédiatement. « Maman, elle est incroyable. Tu vas l'adorer. » Je l'ai rencontrée quelques semaines plus tard. Léa était polie, souriante, mais il y avait quelque chose dans son regard, une distance, une froideur à peine perceptible. « Enchantée, Madame Perrin. Thomas m'a beaucoup parlé de vous. »« Tout le plaisir est pour moi, Léa. » Mais dès ce premier instant, j'ai senti que je n'étais pas tout à fait à ma place dans leur monde. Et avec le temps, cette impression n'a fait que grandir. Thomas et Léa se sont mariés 2 ans plus tard. Un mariage somptueux dans un château de la vallée de Chevreuse. 300 invités, des tables décorées de roses blanches et de chandeliers en argent, un orchestre de jazz pour l'apéritif, un DJ pour la soirée. J'étais assise à une table au fond de la salle, près des toilettes, avec des cousins éloignés de Léa que je ne connaissais pas. Thomas m'avait embrassé le matin, dans la sacristie.
Merci pour tout, maman. Sans toi, je n'en serais pas là. J'avais souri, les larmes aux yeux. Je suis fière de toi, mon chéri. Mais pendant la réception, je ne l'ai presque pas vu. Il était entouré d'amis, de collègues, de la famille de Léa. Il riait, trinquait, posait pour des photos. Moi, je restais assise, les mains sur mes genoux, regardant mon fils s'éloigner doucement dans un monde qui n'était plus le nôtre. À un moment, Françoise, la mère de Léa, est venue me parler. « Vous devez être très heureuse, Anaëlle. Thomas a un brillant avenir devant lui. » « Oui, très heureuse. Léa aussi a beaucoup de projets. Ils vont former un beau couple. » Elle a souri, mais son regard était distant, poli, mais froid. « Et vous, Anaëlle, vous habitez toujours à Montreuil ?»« Oui. Kenny, c'est charmant. Un peu loin du centre, mais charmant. » Elle a bu une gorgée de champagne et s'est éloignée. J'ai compris ce jour-là que je ne faisais pas partie de leur cercle, que j'étais la mère de Thomas, celle qui avait permis qu'il arrive jusque-là, mais que désormais, ma place était ailleurs, en retrait, discrète. Après le mariage, Thomas et Léa ont emménagé dans un petit studio à Montparnasse. Puis, 1 an plus tard, dans un 2 pièces à Bastille. Thomas travaillait dans un cabinet d'architecture réputé. Léa avait décroché un poste dans un grand cabinet d'avocats. Ils gagnaient bien leur vie, mais Paris coûte cher, très cher. Un soir, Thomas m'a appelé. « Maman, je peux passer te voir ce week-end ? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'est serré. Quand un fils dit « J'ai besoin de te parler », une mère sait que quelque chose ne va pas. Il est venu un samedi après-midi, seul, sans Léa. Nous nous sommes installés dans mon petit salon à Montreuil. J'ai préparé du thé. Thomas tournait sa tasse entre ses mains, les yeux baissés. « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» Il a soupiré. « Maman, je ne sais pas comment te dire ça. Dis-moi, Léa et moi, on cherche un appartement plus grand. On veut fonder une famille. Mais avec les prix à Paris, il s'est tu. J'ai attendu. On a trouvé quelque chose. Un 3 pièces dans le 16e. Magnifique. Parfait pour nous. Mais, le loyer est élevé. 1 800 € par mois. On peut payer, mais ça va être juste. Vraiment juste. Et les parents de Léa, ils ont déjà payé le mariage. On ne peut pas leur demander plus. » Il m'a regardé. « Maman, est-ce que tu pourrais nous aider ? Juste pour quelques mois, le temps qu'on se stabilise. » Mon cœur s'est brisé, pas parce qu'il me demandait de l'aide, mais parce que je voyais dans ses yeux cette honte, cette gêne. Combien ? Le loyer. 1 800 € par mois, juste pour 6 mois. Après, on prendra le relais, je te le promets. J'ai réfléchi. Ma retraite était modeste. 1 200 € par mois. Mais j'avais quelques économies. L'argent que j'avais mis de côté en donnant des cours supplémentaires, en cousant, en me privant. D'accord. Thomas a relevé la tête, surpris. Vraiment ? Oui, mais seulement 6 mois. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras. Merci, maman. Merci. Tu es la meilleure. J'ai souri. Parce que c'est ce qu'une mère fait. Elle donne, elle aide, elle se sacrifie. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Les 6 mois sont devenus 1 an, puis 2 ans, puis 3, puis 4. Chaque mois, 1 800 € sortaient de mon compte, automatiquement, sans un mot, sans un remerciement. Au début, Thomas m'appelait régulièrement. « Maman, merci encore. On va bientôt pouvoir reprendre. » Ce n'est rien, mon chéri. Puis les appels se sont espacés, 1 fois par mois, puis 1 fois tous les 2 mois. Et quand il m'appelait, ce n'était plus pour prendre de mes nouvelles, c'était pour me raconter sa vie, ses projets, ses réussites. On a gagné un appel d'offres pour un immeuble de bureau à La Défense. C'est énorme, maman. Je suis fière de toi. Léa aussi va bien. Elle vient d'être promue associée. C'est merveilleux. Et toi, ça va ? Oui, ça va. Mais ça n'allait pas. Je ne mangeais plus qu'1 repas par jour. J'avais arrêté de chauffer l'appartement en hiver. Je portais les mêmes vêtements depuis des années. Je ne sortais plus. Je ne voyais plus personne. Mes économies avaient fondu. Mon compte était presque vide. Mais je continuais de payer. Parce que je m'étais dit que c'était temporaire. Que Thomas allait reprendre. Qu'il n'avait pas oublié. Un jour, j'ai reçu une invitation. Un carton épais, avec des lettres dorées. Léa et Thomas Moreau-Perrin ont le plaisir de vous inviter à un dîner en l'honneur de leurs 4 ans de mariage. 4 ans. 4 ans que je payais leur loyer. J'ai tenu le carton dans mes mains et j'ai pleuré. Pas de colère. Pas encore.
juste de tristesse. Parce que je venais de comprendre quelque chose. Mon fils avait oublié. Ou pire, il avait choisi d'oublier. J'ai passé 3 jours à regarder ce carton d'invitation posé sur ma table de cuisine. Un rectangle de papier crème, épais, avec des lettres dorées en relief. Le genre d'invitation qu'on envoie quand on veut montrer qu'on a réussi, qu'on appartient à un certain monde. Léa et Thomas Moreau-Perrin, même leur nom s'était remélangé. Moreau-Perrin, le nom de la famille de Léa en premier, comme si le mien ne suffisait plus. Je me suis dit que j'allais refuser, inventer une excuse, une grippe, un rendez-vous médical, n'importe quoi, mais je n'ai pas pu. Parce qu'une mère ne refuse pas une invitation de son fils, même quand elle sait qu'elle sera invisible, même quand elle sait qu'elle souffrira. Alors, j'y suis allée. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le soir du dîner, j'ai mis ma plus belle robe. Une robe bleu marine que j'avais achetée pour le mariage de Thomas. Elle était un peu large maintenant. J'avais perdu du poids. Mais elle restait élégante. Je me suis maquillée légèrement. J'ai coiffé mes cheveux gris en chignon. Je voulais avoir l'air digne, présentable. J'ai pris le métro jusqu'à la station Trocadéro, puis j'ai marché jusqu'à leur immeuble. Un bel immeuble haussmannien avec une porte cochère et un digicode doré. J'ai sonné. Oui, la voix de Léa dans l'interphone, froide, polie. C'est moi, Anaël. Un silence. Ah, monte, c'est au 3e. Le ton n'était pas chaleureux, pas comme on accueille une invitée attendue. Plutôt comme on laisse entrer quelqu'un qu'on ne peut pas refuser. J'ai monté les escaliers lentement. Mon cœur battait fort, pas d'excitation, de nervosité. Quand Léa a ouvert la porte, elle portait une robe crème impeccable, des escarpins noirs, un collier de perles. Elle était magnifique, parfaite. « Bonsoir, Anaël, entre. » Pas de bise, pas de sourire. Elle s'est écartée pour me laisser passer. L'appartement était encore plus beau que dans mes souvenirs. Le parquet brillait. Les murs étaient ornés de tableaux modernes. Le canapé en cuir blanc semblait n'avoir jamais été utilisé. Tout sentait le propre, le luxe discret, la réussite tranquille. Et moi, dans ma vieille robe trop large, je me sentais comme une tache. « Les autres ne sont pas encore arrivés », a dit Léa en retournant vers la cuisine. « Tu peux t'installer au salon. Thomas est sous la douche. » Je me suis assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur mes genoux. J'entendais Léa s'affairer dans la cuisine. Le bruit des casseroles, le cliquetis des couverts. Elle fredonnait une chanson que je ne connaissais pas. Puis Thomas est apparu. Les cheveux encore humides, une chemise blanche impeccablement repassée, un pantalon de costume gris. Il avait l'air d'un homme prospère, sûr de lui. « Maman !» Il m'a embrassée sur les 2 joues, rapidement, mécaniquement. « Tu vas bien ?»« Oui, mon chéri. Et toi ?»« Très bien. Beaucoup de travail en ce moment, mais ça avance. » Il s'est assis en face de moi, a sorti son téléphone, a commencé à scroller. « Les parents de Léa ne vont pas tarder, » a-t-il dit sans lever les yeux. « D'accord. » Le silence s'est installé, un silence inconfortable, comme celui qu'on a avec un étranger. J'ai regardé autour de moi, les meubles, les objets, tout était beau, cher, choisi avec soin. Et j'ai pensé, c'est moi qui paye tout ça. Non, pas tout, mais une partie, une grande partie. 1 800 € par mois, pendant 4 ans. Ça faisait combien déjà? J'ai fait le calcul dans ma tête. 86 400 €. 86 400 € de ma retraite, de mes économies, de ma vie, pour cet appartement, pour ce canapé, pour ces tableaux, pour cette vie qui n'était pas la mienne. Mon cœur s'est serré. Thomas, il a levé les yeux de son téléphone. Oui, j'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Dis-lui. Dis-lui maintenant. Rappelle-lui. Mais je n'ai pas pu, parce qu'une mère ne réclame pas. Une mère ne demande pas de reconnaissance. Une mère donne. C'est tout. Rien. Je voulais juste te dire que tu as un très bel appartement. Thomas a souri. Merci maman. On a eu de la chance de le trouver. C'est rare, dans le 16e. De la chance. Il avait dit de la chance. Comme si c'était le hasard. Comme si ce n'était pas mon argent qui payait les murs autour de nous. La sonnette a retenti. Ce sont mes parents, a lancé Léa depuis la cuisine. Thomas s'est levé d'un bond et est allé ouvrir. Gérard et Françoise sont entrés avec des sourires larges, des bises bruyantes, des bouteilles de vin coûteuses. « Thomas? Léa? Quel plaisir!
Bonsoir Gérard, bonsoir Françoise. Ils se sont embrassés, longuement, chaleureusement. Puis Françoise m'a vu. Oh, bonsoir Anaël. Un demi-sourire, poli, distant. Bonsoir Françoise. Elle m'a fait une bise rapide, presque imperceptible, puis s'est tournée vers Léa. Ma chérie, tu es ravissante. Cette robe te va à merveille. Gérard a serré la main de Thomas. Alors, mon garçon, ce projet à la défense, et ils se sont installés. Ils ont parlé, ri, bu du vin. Moi, j'étais assise sur le bord du canapé, les mains sur mes genoux, invisible. Le dîner a commencé. Léa avait préparé un festin. Velouté de châtaigne en entrée. Gigot d'agneau avec des légumes rôtis. Fromage affiné. Tarte tatin pour le dessert. Tout était parfait, comme dans un magazine. J'étais assise au bout de la table, seule, loin des conversations. Thomas et Gérard parlaient d'architecture. Léa et Françoise discutaient d'un vernissage au musée d'Orsay. Ils riaient, trinquaient, racontaient des anecdotes. Moi, je mangeais en silence. À un moment, Léa s'est tournée vers moi. « Anaël, tu ne dis rien. Le repas ne te plaît pas ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. « Si, c'est délicieux. Tant mieux. » Elle a souri. Un sourire poli. Puis elle s'est retournée vers sa mère. Et j'ai compris quelque chose. Pour eux, j'étais une figurante, une présence nécessaire mais encombrante. La mère de Thomas, celle qu'on invite par obligation, mais qu'on ne voit pas vraiment. J'aurais pu partir, me lever, dire au revoir, rentrer chez moi. Mais je suis restée, parce que c'était mon fils, parce que je voulais être là. Parce que je continuais de croire que peut-être, un jour, il se souviendrait. Après le repas, Léa a apporté une boîte de photos. « Regardez, on a retrouvé des photos de notre voyage en Toscane l'année dernière. » Ils se sont penchés tous ensemble sur les clichés. Des paysages magnifiques, des villages perchés. Thomas et Léa souriant devant des vignes. « C'était tellement beau !» a soupiré Françoise. « On devrait y retourner cet été », a dit Gérard. Thomas a hoché la tête. « Oui, on y pense. Peut-être 2 semaines cette fois. 2 semaines en Toscane. J'ai pensé à mon appartement à Montreuil, aux factures impayées sur ma table, au frigo presque vide, au chauffage que je n'allumais plus. Et eux, ils parlèrent de vacances en Italie, avec mon argent. Non, je ne devais pas penser comme ça. Thomas ne savait peut-être pas, peut-être qu'il avait oublié, peut-être qu'il croyait vraiment qu'il payait lui-même. Oui, c'était ça. Il avait oublié. Je devais lui pardonner, être patiente, ne rien dire, parce que c'est ce qu'une bonne mère fait. Vers 22 heures, Gérard et Françoise sont partis. Merci pour cette merveilleuse soirée. À très bientôt. Des bises, des rires, des au revoir chaleureux. Puis ils sont partis. Thomas a refermé la porte et s'est tourné vers moi. « Bon, maman, tu veux que je te raccompagne en voiture ?» J'ai secoué la tête. « Non, merci. Je vais prendre le métro. »« Tu es sûre ? Il est tard. »« Oui, ça ira. » Léa était déjà en train de débarrasser la table. Elle ne m'a pas regardée. Thomas m'a embrassée rapidement. « Merci d'être venue, maman. Merci de m'avoir invitée. » J'ai descendu les escaliers lentement. Dehors, il faisait froid. Un vent glacé soufflait dans les rues désertes. J'ai marché jusqu'à la station de métro, les mains enfoncées dans les poches de mon manteau. Et dans ma tête, une petite voix répétait sans cesse « Il a oublié, il a oublié, il a oublié ». Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Il n'avait pas oublié. Il avait choisi de ne pas voir. Les mois ont passé. J'ai continué de payer. 1800 € par mois. Automatiquement. Mon compte s'est vidé. Mes économies ont disparu. J'ai dû demander une aide au CCAS de Montreuil. Une assistante sociale m'a reçue dans un bureau gris. « Madame Perrin, vous vivez avec 1200 € par mois, mais vous dépensez plus de 3000 €. Comment faites-vous ? » J'avais des économies. Elles sont épuisées. Je sais. Vous avez des dettes ? Non. Des charges importantes ? J'ai hésité. Non, je ne pouvais pas lui dire. Je ne pouvais pas avouer que je payais le loyer de mon fils, que je me sacrifiais pour qu'il vive bien pendant que moi, je survivais. L'assistante sociale a soupiré. « Madame Perrin, vous devez réduire vos dépenses. Sinon, vous allez vous retrouver en grande difficulté. » Je sais, mais je n'ai rien changé, parce que je continuais d'espérer qu'un jour, Thomas se réveillerait, qu'il me verrait, qu'il me remercierait. Mais ce jour n'est jamais venu. Et puis, il y a eu ce deuxième dîner, celui où tout a basculé.
Une nouvelle invitation, pour fêter une promotion de Léa. J'ai failli refuser, mais encore une fois, je n'ai pas pu. Je suis revenue dans cet appartement. J'ai souri, j'ai mangé, j'ai écouté. Et puis, au milieu du dessert, Thomas a lancé cette phrase. Cette phrase qui a tout brisé. Franchement, maman, comment ça fait de ne plus servir à rien? Et pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de me taire. Le visage de Thomas était devenu blanc comme un linge. Léa fixait son verre de vin, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Gérard et Françoise nous regardaient avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Surprise? Gêne? Ou simplement curiosité malsaine? Le silence durait. Un silence épais, presque suffocant. Puis Thomas a essayé de rire. Un rire forcé, nerveux. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix tremblait légèrement. J'ai posé ma serviette sur la table, calmement, posément. « Je raconte la vérité, Thomas, celle que tu as cachée à ta femme pendant 4 ans. » Léa s'est tournée vers lui, le visage dur. « Thomas, explique-moi, maintenant. » Mon fils a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses mains tremblaient. « C'est compliqué. »« Compliqué ?» a répété Léa d'une voix glaciale. « Ta mère vient de dire qu'elle paie notre loyer depuis 4 ans et tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est compliqué ?» Gérard s'est raclé la gorge. « Écoutez, peut-être devrions-nous vous laisser régler ça en famille ?»« Non, » a coupé Léa sèchement. « Restez, j'ai besoin de témoins. » Elle s'est levée, a fait quelques pas vers la fenêtre, puis s'est retournée vers Thomas. « Parle. » Thomas a regardé ses mains, puis moi, puis Léa. « C'était temporaire. Au début, ai-je répété doucement. « Il y a 4 ans, tu m'as dit 6 mois. 6 mois, Thomas. Je sais, maman, je sais. Mais quoi ?» a lancé Léa. « Mais tu as préféré faire croire à tout le monde qu'on vivait au-dessus de nos moyens plutôt que de dire la vérité? Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi ?» Thomas s'est pris la tête entre les mains. J'avais honte, d'accord? Honte de ne pas pouvoir payer moi-même. Honte de devoir demander de l'aide à ma mère. Tes parents ont tout payé pour le mariage. Et moi, je n'avais rien. Rien à t'offrir. Alors tu as menti? Je ne voulais pas que tu me vois comme un raté. Léa a éclaté d'un rire amer. Un raté? Thomas, on gagne bien notre vie. On aurait pu prendre un appartement plus petit. On aurait pu attendre. Tu voulais cet appartement? Tu disais que c'était parfait pour nous, que c'était là qu'on devait fonder notre famille. Parce que je croyais qu'on pouvait se le permettre. Ils criaient maintenant, tous les deux debout, face à face. Moi, j'étais restée assise, les mains sur mes genoux, regardant mon fils se défaire sous mes yeux. Françoise s'est levée à son tour. « Attendez, attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Elle s'est tournée vers moi. « Anaëlle, vous payez 1 800 € par mois depuis 4 ans? »« Oui. »« Mais vous êtes retraité? »« Oui. »« Combien touchez-vous de retraite ?» J'ai hésité. 1 200 €. Le silence est retombé. Françoise a pâli. « Vous payez plus que ce que vous gagnez ?» J'avais des économies. Aviez? Elles sont épuisées maintenant. Gérard s'est tourné vers Thomas, le visage durci. « Tu laisses ta mère se ruiner pour toi? Je ne savais pas que... » « Que quoi? Que ta mère n'était pas millionnaire? Que tu la saignais à blanc? »« Papa, s'il te plaît, » a murmuré Léa. Mais Gérard a continué, la voix montante. « Non, Léa, c'est inadmissible, complètement inadmissible. Cette femme vit dans la pauvreté pendant que vous partez en vacances en Toscane. » Thomas a relevé la tête brusquement. « Comment tu sais pour la Toscane? Tu nous as montré les photos tout à l'heure, crétin. » Françoise a posé une main sur le bras de son mari. « Gérard, calme-toi. »« Non, je ne me calmerai pas. On ne traite pas sa mère comme ça. Jamais. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux humides. « Anaëlle, pourquoi vous n'avez rien dit ?» J'ai senti ma gorge se serrer. « Parce que c'est mon fils. » Ma voix s'est brisée. « Parce que je pensais que c'était temporaire, que j'allais l'aider le temps qu'il se stabilise, et puis le temps a passé, et je ne savais plus comment arrêter. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Je ne cherchais pas à les retenir. J'avais peur que si j'arrêtais, il ne me pardonnerait jamais, que je le perdrais. Léa s'est assise lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré. Thomas pleurait aussi maintenant. Des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage. « Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas... »« Tu ne voulais pas quoi, Thomas ?» ai-je demandé doucement. « Tu ne voulais pas me blesser ?»
Tu ne voulais pas profiter de moi? Ou tu ne voulais simplement pas voir? Je ne sais pas. Tu sais, Thomas, tu as toujours su. J'ai sorti de mon sac une enveloppe. Une grande enveloppe Kraft. Qu'est-ce que c'est? A demandé Léa. Les relevés bancaires. 4 ans de prélèvement automatique. 4 ans de preuves. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je les ai apportés ce soir parce que je savais. Je savais que tu allais nier. Que tu allais dire que j'exagérais. Que j'inventais. Thomas a secoué la tête. Non, maman, Alors regarde. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai étalé les relevés sur la table. Des dizaines de feuilles. Des colonnes de chiffres. Des dates. Des prélèvements. Mois après mois. Année après année. Regarde, Thomas. Regarde ce que tu m'as fait. Léa a pris un des relevés, puis un autre. Ses mains tremblaient. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle lisait, les yeux agrandis d'horreur. Janvier 2021, 1800 €. Février 2021, 1800 €. Mars. Sa voix s'est éteinte. Gérard et Françoise regardaient les papiers par-dessus son épaule. 86 400 €, a murmuré Gérard. 86 400 € en 4 ans. Léa a levé les yeux vers moi. Anaël, comment avez-vous survécu? Difficilement. J'ai senti ma voix trembler, mais je me suis forcée à continuer. J'ai arrêté de me chauffer en hiver. Je ne mange qu'un repas par jour. Je n'achète plus de vêtements. Je ne sors plus. Je ne vais plus chez le médecin. Vous êtes malade? A demandé Françoise, alarmée. Je ne sais pas. Je n'ai plus les moyens de le savoir. Thomas s'est effondré sur sa chaise, le visage dans les mains. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Léa s'est levée brusquement et est sortie de la pièce. J'ai entendu la porte de leur chambre claquer. Nous sommes restés là, dans ce silence terrible. Puis Françoise s'est approchée de moi et a posé une main sur mon épaule. Anaël, je suis désolée. Si j'avais su, personne ne savait, ai-je murmuré. C'était le but. Gérard regardait Thomas avec un mélange de dégoût et de pitié. Tu dois rembourser ta mère, tout, jusqu'au dernier centime. Avec quel argent? A lâché Thomas d'une voix brisée. On vit déjà juste. Si maman arrête de payer le loyer, alors vous déménagerez, a crié Gérard. Vous prendrez un appartement à votre portée, vous vivrez selon vos moyens, comme tout le monde. Thomas n'a rien répondu. Léa est revenue dans la pièce. Elle tenait une feuille de papier dans les mains. J'ai fait des calculs. Elle s'est assise, les yeux rouges. Si on déménage dans un 2 pièces à Montreuil ou à Pantin, on peut économiser 1 000 € par mois. Si on annule nos vacances cet été, ça fait 2 000 € de plus. Si on vend la voiture, encore 5 000. Elle a regardé Thomas. Et tu vas demander une augmentation. Ou tu changes de cabinet, ou tu prends des missions en freelance le soir. Je ne sais pas. Mais tu vas trouver un moyen. Thomas a hoché la tête faiblement. D'accord. Non, pas d'accord. Tu vas le faire. Point. Léa s'est tournée vers moi. Anaël, je ne sais pas quoi dire. Je suis horrifiée. Si j'avais su... Je sais. Non, vous ne savez pas. Thomas m'a menti. Il m'a caché quelque chose d'énorme. Et pendant ce temps, vous souffriez. Elle a essuyé ses larmes. Je vais arrêter les virements automatiques dès lundi. Vous ne paierez plus un centime. Mais votre loyer... On se débrouillera. On aurait dû se débrouiller depuis le début. Gérard et Françoise sont partis peu après, me proposant de me raccompagner en voiture. Non, merci. J'ai besoin de marcher. Françoise m'a serré dans ses bras. Une vraie étreinte, chaleureuse. Prenez soin de vous, Anaël. S'il vous plaît. Je vais essayer. Je suis sortie de l'appartement. Dans l'escalier, j'ai entendu des voix étouffées. Thomas et Léa qui criaient, qui pleuraient. Leur monde parfait venait de s'effondrer. Et une partie de moi en était triste. Mais une autre partie, une partie que je ne connaissais pas encore, en était soulagée. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine, froide, qui mouillait lentement mes cheveux, mes épaules, mon manteau. Je marchais dans les rues désertes du 16e arrondissement. Les réverbères éclairaient les façades haussmanniennes, les fenêtres illuminées derrière lesquelles d'autres familles vivaient leur vie, leurs mensonges, leurs secrets. J'ai pensé à toutes ces années passées à me taire, à me sacrifier, à espérer. J'ai pensé à Philippe, mon mari, le père de Thomas. Qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait notre fils maintenant? Il serait déçu. Non, pire, il serait brisé. Mais peut-être qu'il comprendrait aussi, qu'il me dirait que j'avais fait ce que je devais faire, qu'une mère protège toujours son enfant, même quand il ne le mérite plus.
Je suis rentrée chez moi à Montreuil vers minuit. Mon petit 2 pièces m'a semblé encore plus étroit, encore plus vide. Je me suis déshabillée, j'ai rangé mes vêtements, je me suis lavé le visage. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu une femme de 73 ans avec des cheveux gris, des rides profondes, des yeux fatigués. Une femme qui avait tout donné et qui n'avait plus rien, sauf peut-être une chose, la vérité. Je m'étais libérée ce soir, pas complètement, pas encore, mais j'avais fait le premier pas. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Thomas. « Maman, je suis désolée, je n'ai pas de mots, je vais tout réparer, je te le promets, je t'aime. » J'ai lu ce message plusieurs fois, et je me suis demandé si j'y croyais encore, si les promesses d'un fils qui avait menti pendant 4 ans valaient quelque chose. Je ne savais pas, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose en moi. Une petite flamme, pas de l'espoir, de la colère, une colère froide, lucide. Et j'ai compris que quelque chose avait changé. Je n'étais plus la même femme qu'hier soir. Je ne serai plus jamais la même. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été étranges, comme si le monde avait basculé sur son axe. Tout paraissait différent, plus net, plus clair. Je me réveillais le matin et je regardais mon plafond fissuré, et au lieu de ressentir de la tristesse, je ressentais quelque chose d'autre, de la lucidité. J'avais passé 4 ans à me mentir à moi-même, à croire que je faisais le bon choix, que j'aidais mon fils, mais en vérité, je l'avais empêché de grandir. Je l'avais maintenu dans une illusion, une vie qu'il ne pouvait pas s'offrir, une façade qu'il devait alimenter par le mensonge. Et moi, je m'étais effacée, complètement. 3 jours après le dîner, j'ai reçu un appel de Léa. « Anaël, c'est moi. » Sa voix était douce, presque timide. « Bonjour Léa. Je voulais vous parler, vous demander si on pouvait se voir. Juste vous et moi, sans Thomas. » J'ai hésité. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de comprendre, et parce que je vous dois des excuses, de vraies excuses. Un silence. « S'il vous plaît, Anaël. »« D'accord. » Nous nous sommes donné rendez-vous 2 jours plus tard, dans un café près du jardin du Luxembourg. Quand je suis arrivée, Léa était déjà là, assise à une petite table près de la fenêtre. Elle portait un jean et un pull simple, pas de maquillage, les cheveux attachés. Elle avait l'air plus jeune, plus vulnérable. Elle s'est levée quand elle m'a vue. « Anaël, merci d'être venue. »« Bonjour Léa. » Nous nous sommes assises. Une serveuse est venue prendre notre commande. 2 cafés. Léa jouait nerveusement avec sa tasse. « Je ne sais pas par où commencer. »« Commence par ce que tu veux me dire. » Elle a levé les yeux vers moi. « Je suis désolée. Vraiment. Pour tout. Tu n'as rien fait, Léa. Tu ne savais pas. Justement, j'aurais dû savoir. J'aurais dû me poser des questions. Comment Thomas payait-il le loyer? Pourquoi ne voyais-je jamais les virements partir de notre compte commun? Comment était-ce possible qu'on vive aussi bien alors que nos salaires étaient justes? Elle a secoué la tête. Je ne voulais pas voir, parce que j'aimais cette vie. J'aimais cet appartement. J'aimais pouvoir inviter mes parents et leur montrer qu'on avait réussi. C'est humain. Non, c'est égoïste. Elle a bu une gorgée de café. Vous savez ce qui me fait le plus honte? Quoi? La façon dont je vous ai traité. Comme si vous étiez transparente, insignifiante. Léa, non, laissez-moi finir. Je vous voyais arriver au dîner avec vos vieux vêtements, vos mains abîmées, vos silences. Et au lieu de m'inquiéter, au lieu de vous demander comment vous alliez, je pensais juste « Heureusement que ma famille à moi a de la classe. » Les larmes coulèrent maintenant sur ses joues. J'avais honte de vous, de la mère de mon mari, alors que pendant tout ce temps, c'est vous qui nous permettiez de vivre. C'est votre argent, votre sacrifice. J'ai tendu la main et j'ai posé ma main sur la sienne. Léa, écoute-moi, tu n'es pas responsable des mensonges de Thomas, mais je suis responsable de mon propre aveuglement, de ma propre cruauté. Elle a essuyé ses larmes. Je vous ai vu venir dans notre appartement et éplucher des légumes dans la cuisine pendant des heures. Je vous ai laissé faire. Je ne vous ai même pas remercié. Je le faisais pour Thomas, mais lui ne le faisait pas pour vous. Le silence est retombé entre nous. Lourd, vrai. Léa a repris la parole, la voix plus calme maintenant. J'ai parlé avec mes parents, après le dîner. Ah, mon père est furieux. Il dit qu'il ne veut plus revoir Thomas tant qu'il ne vous aura pas remboursé. Ma mère pleure chaque fois qu'elle pense à vous. Ils n'ont pas à se sentir responsables. Ils se sentent coupables, parce qu'ils ont payé un mariage somptueux, parce qu'ils nous ont offert des vacances,
parce qu'ils ont contribué à cette illusion. Elle a soupiré. Et moi aussi. Je me sens coupable. Que vas-tu faire? On déménage. Vraiment? Oui, on a trouvé un 2 pièces à Pantin. Beaucoup moins cher. 900 € par mois. On peut se le permettre. Vraiment. Et Thomas? Le visage de Léa s'est durci. Thomas ne dort plus. Il ne mange presque plus. Il passe ses nuits à faire des calculs, à chercher comment vous rembourser. Il n'est pas obligé. Si, il est obligé. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Anaël, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous avez fait. Quoi? Vous nous avez sauvés. J'ai froncé les sourcils. Sauvés? Oui, parce que si vous n'aviez rien dit ce soir-là, on aurait continué, à vivre dans le mensonge, à profiter de vous, à devenir des gens encore plus méprisables. Elle a pris ma main. Vous nous avez obligés à regarder la vérité en face. Et c'est douloureux, horriblement douloureux. Mais c'était nécessaire. Nous avons parlé encore longtemps. Léa m'a raconté comment Thomas avait réagi après mon départ, comment il avait vomi, littéralement, dans la salle de bain, parce que la honte était trop forte, comment il s'était enfermé dans leur chambre et avait pleuré pendant des heures, comment il avait appelé la banque le lendemain pour annuler le prélèvement automatique, comment il s'était mis à chercher frénétiquement un autre appartement, un travail mieux payé, n'importe quelle solution. Il dit qu'il ne pourra jamais se pardonner, a murmuré Léa. Et toi, tu lui pardonnes? Elle a réfléchi longtemps avant de répondre. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis en colère, très en colère. Il m'a menti pendant 4 ans. Il m'a laissé humilier sa mère pendant 4 ans. Mais tu restes avec lui? Oui. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et parce que je crois qu'il peut changer, qu'il doit changer. Elle a souri tristement. Mais je ne suis pas naïve. Si dans 1 an, il n'a rien fait pour vous rembourser, si je vois qu'il retombe dans ses travers, je partirai. Avant de nous séparer, Léa m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? 2000 €. C'est tout ce que j'ai pu économiser sur mon compte personnel. Je sais que ce n'est rien comparé à ce que vous avez donné, mais c'est un début. Léa, non, s'il vous plaît, prenez-le. Pour moi. J'ai pris l'enveloppe, mes mains tremblaient. Merci. Non, merci à vous, pour tout. Nous nous sommes embrassés. Une vraie étreinte, chaleureuse, sincère. Et en rentrant chez moi ce jour-là, j'ai senti quelque chose d'étrange, de l'espoir, pas pour moi, pas pour mon argent, mais pour Léa, pour la femme qu'elle était en train de devenir. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, manuscrite, dans une enveloppe blanche, l'écriture de Thomas. J'ai hésité à l'ouvrir, puis je l'ai fait. Maman, je ne sais pas par où commencer. Je pourrais dire que je suis désolée, mais ces mots sont trop faibles, trop insuffisants. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai profité de toi, de ton amour, de ta générosité. Je t'ai laissé te sacrifier pendant que je vivais dans le confort. Je t'ai humilié, je t'ai rendu invisible. Et le pire, c'est que je le savais. Je savais que tu payais mon loyer. Je savais que tu vivais avec presque rien. Je savais que tu souffrais. Mais je n'ai rien fait, parce que j'avais peur. Peur que Léa me voie comme un échec, peur de ne pas être à la hauteur de sa famille, peur de décevoir. Alors j'ai choisi de fermer les yeux, de faire semblant, de continuer. Et toi, tu as continué aussi, parce que tu es ma mère, parce que tu m'aimes. Mais moi, je ne t'ai pas aimé en retour, pas comme tu le méritais. Je t'ai utilisé. Aujourd'hui, je regarde ma vie et je ne me reconnais pas. Je ne reconnais pas l'homme que je suis devenu. Papa serait honteux de moi. Je le sais. Et ça me tue. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je vais tout faire pour réparer. Je vais te rembourser. Chaque centime. Même si ça prend des années. Même si je dois travailler jour et nuit. Je vais redevenir l'homme que papa voulait que je sois. L'homme que tu mérites comme fils. Je t'aime, maman. Même si mes actes disent le contraire. Thomas, j'ai relu cette lettre 3 fois. Puis, je l'ai posée sur la table de la cuisine. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de soulagement, mais d'épuisement. Parce que pendant 4 ans, j'avais attendu ces mots. Et maintenant qu'ils étaient là, ils ne suffisaient pas. Les mots ne suffisent jamais. Ce sont les actes qui comptent. Et j'allais voir si Thomas était capable d'agir. Le soir même, j'ai reçu un appel de Françoise. « Anaël, c'est moi. Bonsoir, Françoise. Je voulais vous inviter à déjeuner. Chez nous. Samedi prochain, avec Gérard. Juste nous 3.
J'ai été surprise. Oh, c'est gentil, mais... S'il vous plaît, nous aimerions vraiment vous voir. D'accord. Le samedi suivant, je me suis rendue chez Gérard et Françoise. Ils habitaient une belle maison dans le 15e arrondissement. Bourgeoise, élégante, avec un petit jardin intérieur. Françoise m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Anaëlle, entrez, entrez. » Gérard m'a embrassée sur les joues. « Bienvenue, Anaëlle. » Ils m'ont fait visiter leur maison. Les pièces lumineuses, les meubles anciens, les tableaux, les livres partout. Puis nous nous sommes installés dans la salle à manger. Françoise avait préparé un poulet rôti avec des légumes de saison. Simple, délicieux. Nous avons mangé en parlant de tout et de rien. De la pluie, des livres, de Paris. Pas un mot sur Thomas, pas un mot sur l'argent. Et c'était agréable. Après le repas, Gérard a servi du café. Puis il a pris la parole. « Anaëlle, nous voulions vous parler de quelque chose. » « Oui ? Nous avons beaucoup réfléchi, Françoise et moi, à ce qui s'est passé, à notre rôle dans tout ça. Vous n'avez aucun rôle. Si, nous avons contribué à créer cette illusion, en payant le mariage, en offrant des cadeaux coûteux, en valorisant ce mode de vie. » Françoise a hoché la tête. Nous avons envoyé un message sans le vouloir, que la réussite, c'était l'argent, le paraître, l'appartement dans le bon quartier. Et Thomas a essayé de suivre ce modèle, a continué Gérard, même s'il n'en avait pas les moyens. Nous sommes désolés, Anaëlle, a dit Françoise. Sincèrement, j'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'est pas votre faute, peut-être pas entièrement, mais nous avons notre part de responsabilité. Gérard s'est levé et est allé chercher quelque chose dans un tiroir. Une enveloppe. Il me l'a tendue. Qu'est-ce que c'est ? 5 000 €. Non, non, je ne peux pas. S'il vous plaît, Anaëlle, acceptez. Mais considérez cela comme un prêt que Thomas nous remboursera. Nous avons les moyens. Vous non. C'est aussi simple que ça. Françoise a posé sa main sur la mienne. Nous ne pouvons pas réparer ce que Thomas a fait, mais nous pouvons vous aider, maintenant, tout de suite. J'ai regardé l'enveloppe, puis leur visage, sincère, bienveillant, et j'ai accepté. Merci. Non, merci à vous, pour votre dignité, pour votre force. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêtée dans un supermarché. Pour la première fois depuis des mois, j'ai acheté ce dont j'avais envie. Du pain frais, du fromage, des fruits, de la viande, du chocolat. J'ai rempli mon panier sans regarder les prix. Et en arrivant chez moi, j'ai cuisiné. Un vrai repas. J'ai mis la table, j'ai allumé une bougie, j'ai écouté de la musique et j'ai mangé. Lentement, en savourant chaque bouchée. Seule, mais pas malheureuse. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je n'étais plus invisible. Je n'étais plus celle qui donne sans recevoir. J'étais Anaëlle, une femme de 73 ans qui avait retrouvé sa dignité. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, comme vivre dans un monde parallèle, un monde où j'existais à nouveau. Grâce à l'argent de Léa et celui de Gérard et Françoise, j'ai pu reprendre un rythme de vie normal. J'ai payé mes factures en retard. J'ai acheté de la nourriture. J'ai rallumé le chauffage. Des choses simples. Des choses que tout le monde considère comme normales. Mais pour moi, c'était un luxe retrouvé. J'ai aussi pris rendez-vous chez le médecin, un généraliste du quartier. Un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et un sourire bienveillant. « Madame Perrin, quand avez-vous consulté pour la dernière fois ? » « Il y a 3 ans, je crois. » Il a froncé les sourcils. « 3 ans ? Vous n'avez pas fait de suivi ? » ?»« Non. » »« Pourquoi ? » J'ai hésité. Par manque de moyens. Il m'a regardé longuement. Puis il a hoché la tête et a commencé l'examen. Tension artérielle un peu élevée. Carence en fer et en vitamine D. Début d'arthrose dans les mains. Rien de grave. Rien d'irréversible. Vous avez de la chance, Madame Perrin. Ça aurait pu être pire, mais il faut vous soigner maintenant. Il m'a prescrit des médicaments, des vitamines, des analyses de sang. Et surtout, mangez correctement. Reposez-vous. Prenez soin de vous. En sortant du cabinet, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, parce que j'existais à nouveau, pour moi-même. Mais malgré tout, il y avait un vide. Thomas ne m'avait pas appelé depuis sa lettre. 3 semaines. Pas un mot, pas un message. Au début, j'ai pensé qu'il avait besoin de temps, que la honte était trop forte. Puis j'ai commencé à me demander s'il n'avait pas simplement disparu.
comme s'il espérait que le silence effacerait tout. Un soir, j'ai décidé de l'appeler. Mon cœur battait fort en composant son numéro. Une sonnerie. 2, 3. Allô? La voix de Thomas. Fatiguée. Éteinte. Thomas, c'est maman. Un silence. Maman, bonjour. Je voulais prendre de tes nouvelles. Ça va. Enfin, non, ça ne va pas. Mais je gère. Tu ne m'as pas appelé. Je sais. Je ne savais pas quoi dire. Tu aurais pu dire bonjour, demander comment j'allais. Tu as raison, je suis désolée. Comment vas-tu? Sa voix était mécanique, comme s'il récitait un texte appris. Je vais mieux. J'ai vu un médecin. J'ai recommencé à manger correctement. Tant mieux. Un autre silence. Thomas, on peut se voir? Maintenant? Oui? Ou demain, quand tu veux. Mais j'ai besoin qu'on parle, vraiment. Il a soupiré. D'accord. Demain soir. Chez toi? Oui. À quelle heure? 19h. D'accord. À demain. Il a raccroché. Pas de « je t'aime », pas de « à bientôt ». Juste un clic. Et le silence. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Le lendemain soir, j'ai préparé mon appartement. J'ai nettoyé, rangé. J'ai mis de l'ordre dans les papiers qui traînaient sur la table. J'ai préparé du thé, des biscuits, comme avant, comme quand Thomas venait me voir et qu'on passait des heures à discuter de tout et de rien. Mais cette fois, ce ne serait pas comme avant. À 19h pile, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Thomas était là, amaigri, les traits tirés, des cernes profonds sous les yeux. Il portait un jean et un pull informe. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait l'air brisé. « Bonsoir, maman. »« Bonsoir, mon chéri. Entre. » Il est entré lentement, les mains dans les poches. Il a regardé autour de lui. Mon petit salon, ma cuisine étroite, mes meubles vieux et usés. C'est petit ici. Oui. Je n'étais pas venu depuis, combien? 2 ans? 3 ans? Il a baissé la tête. 3 ans. Mon Dieu. Nous nous sommes assis. Moi sur le canapé, lui sur la chaise en face. J'ai servi le thé. Il a pris la tasse dans ses mains mais n'a pas bu. Le silence s'est installé. Lourd, épais. Puis j'ai pris la parole. Thomas, il faut qu'on parle. Je sais, pas de ce que tu as fait, pas de l'argent, mais de nous, de ce qu'on est devenu. Il a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce qu'on est devenu, maman? Des étrangers. Le mot a résonné dans la pièce. Thomas a serré sa tasse plus fort. Tu as raison. Quand est-ce que ça s'est passé? Quand est-ce qu'on s'est perdu? Je ne sais pas. Moi, je sais. Je me suis levé et j'ai pris une photo sur l'étagère. Une vieille photo. Thomas a 6 ans, assis sur les épaules de Philippe, tous les deux souriants, heureux. Tu te souviens de ce jour-là? Thomas a regardé la photo. Ses yeux se sont embués. Au parc de Saint-Cloud. Oui, on avait passé la journée ensemble, tous les 3. Papa t'avait acheté une glace et tu l'avais fait tomber sur ta chemise. Tu avais pleuré. Et papa avait ri et t'avait dit « Ce n'est pas grave, mon fils. Les accidents, ça arrive. L'important, c'est de ne pas se mentir. » Thomas a fermé les yeux. Je m'en souviens. Tu as oublié cette leçon, Thomas. Tu as passé 4 ans à te mentir, à me mentir, à mentir à Léa. Je sais. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il a posé la photo. Je vais me racheter. Je vais te rembourser. Ce n'est pas de ça que je parle. Alors de quoi? De l'homme que tu es devenu. J'ai senti ma voix trembler, mais je me suis forcée à continuer. Thomas, tu m'as humilié. Tu m'as rendu invisible. Tu m'as laissé souffrir pendant que tu souriais et que tu profitais de la vie. Maman, non, laisse-moi finir. Je me suis assise en face de lui. Ce soir-là, au dîner, quand tu m'as demandé comment ça faisait de ne plus servir à rien, ma voix s'est brisée. Tu as détruit quelque chose en moi, quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Parce que je me suis rendu compte que pour toi, je n'étais qu'un portefeuille, une solution pratique, pas ta mère, pas la femme qui t'a porté, qui t'a élevé, qui s'est sacrifiée pour toi. Thomas pleurait aussi maintenant, des sanglots silencieux qui secouaient ses épaules. Je suis désolée, maman, tellement désolée. Je sais, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, n'importe quoi. Je veux que tu me dises la vérité. Quelle vérité? Pourquoi tu as continué? Pourquoi, après 6 mois, tu n'as jamais repris le paiement du loyer? Il s'est essuyé les yeux. Parce que c'était facile. Le mot est tombé comme une pierre. Facile. Oui,
Au début, je me disais que c'était temporaire, que j'allais reprendre. Mais les mois passaient et c'était tellement plus simple de te laisser payer, de ne rien dire à Léa, de continuer comme si de rien n'était. Tu savais que je souffrais. Oui, tu savais que je me privais de tout. Oui, et tu n'as rien fait. Non. Il a caché son visage dans ses mains. Je suis un monstre égoïste et lâche. Non, tu es mon fils, et c'est ça le pire. Nous sommes restés silencieux un long moment, puis Thomas a relevé la tête. Qu'est-ce que tu veux, maman? Tu veux que je parte, que je sorte de ta vie? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, parce qu'une partie de moi veut te pardonner, t'aider à te reconstruire, croire que tu peux changer. Et l'autre partie est en colère. Tellement en colère que parfois, je me réveille la nuit et je me demande si je pourrais un jour te regarder sans ressentir cette douleur. Thomas a hoché la tête lentement. Je comprends. Non, tu ne comprends pas, parce que tu n'as jamais été trahi par quelqu'un que tu aimes plus que tout au monde. Je me suis levée. Je pense que tu devrais partir maintenant. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seule. Il s'est levé. Il a hésité. Puis il s'est approché de moi et a essayé de me prendre dans ses bras. Je me suis écartée. Non, pas maintenant. Son visage s'est décomposé. D'accord. Il a marché vers la porte. Puis il s'est retourné. Maman, est-ce que tu pourras me pardonner un jour? J'ai regardé mon fils. Cet homme de 38 ans avec des yeux d'enfant perdu. Je ne sais pas, Thomas. Il a hoché la tête. Puis il est parti. La porte s'est refermée. Et je suis restée debout dans mon salon, les bras serrés autour de ma poitrine, pleurant tout ce que j'avais perdu. Pas l'argent, pas les années, mais l'innocence, la confiance, l'amour inconditionnel, tout ce qui fait qu'une mère et son fils sont liés pour toujours. Les jours suivants ont été difficiles. Je me réveillais la nuit, en sueur, avec des cauchemars où je voyais Thomas enfant qui me tendait les bras en pleurant. Et moi, je m'éloignais, je partais, je le laissais seul. Je savais ce que cela signifiait. Une partie de moi était en train de le perdre, pas par choix, pas par volonté, mais par nécessité, par survie, parce que je ne pouvais plus être la mère qui donne tout sans rien recevoir. Je ne pouvais plus me sacrifier. Je devais apprendre à exister, pour moi. Une semaine après cette conversation, j'ai reçu un appel de Léa. « Anaël, c'est moi. Bonjour Léa. Je voulais vous prévenir. On déménage ce week-end. » « Ah, dans le 2 pièces, à Pantin? »« Oui, c'est bien. » Un silence. « Anaël, Thomas ne va pas bien. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passe? Il ne dort plus. Il ne mange presque plus. Il passe ses journées à travailler et ses nuits à pleurer. Léa, je sais que vous êtes en colère, et vous avez le droit. Mais je vous en prie, ne l'abandonnez pas complètement. Je ne l'abandonne pas. Alors pourquoi il dit que vous ne voulez plus le voir? Ce n'est pas ça. J'ai juste besoin de temps, de distance. Combien de temps? Je ne sais pas. Léa a soupiré. D'accord, je comprends. Mais sachez que Thomas est en train de changer, vraiment. Il a démissionné de son cabinet. Quoi? Il a trouvé un poste mieux payé dans une grande entreprise. Moins prestigieux, mais le salaire est meilleur. Et il prend des missions en freelance le soir. Pourquoi il fait ça? Pour vous rembourser. Le plus vite possible. J'ai senti ma gorge se serrer. Léa, je ne veux pas qu'il se détruise pour ça. Ce n'est pas vous qui le détruisez, Anaël. C'est lui, c'est sa culpabilité, son besoin de réparer. Mais laissez-le faire. C'est son chemin, sa rédemption. Ce soir-là, j'ai beaucoup réfléchi. À Thomas, à moi, à ce que nous étions devenus. Et j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais pas le sauver. Je ne pouvais pas réparer ce qui était cassé. Seul lui pouvait le faire. Mon rôle n'était plus d'être sa béquille, sa sauveuse, celle qui pardonne tout et efface tout. Mon rôle était d'être moi-même et de le laisser devenir lui-même, même si cela signifiait être séparé pendant un temps, même si cela signifiait accepter la douleur. 2 mois plus tard, j'ai reçu un virement bancaire, 2000 €, avec un message de Thomas, premier remboursement. Il y en aura d'autres, chaque mois. Jusqu'au dernier centime, je te le promets. Je t'aime. J'ai regardé ce message longtemps, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Pas parce que j'avais récupéré de l'argent, mais parce que Thomas avait tenu parole. Il avait agi. Et peut-être
Juste peut-être, il y avait encore de l'espoir. Mais cette histoire n'était pas terminée. Parce que la vie a une manière étrange de rendre justice. Et parfois, cette justice vient quand on s'y attend le moins. 6 mois ont passé. 6 mois pendant lesquels Thomas m'a envoyé 2000 € chaque mois. Sans faute, sans retard. 6 mois pendant lesquels nous ne nous sommes pas vus. Nous nous échangions des messages parfois, courts, polis. « Comment vas-tu, maman ? » ?»« Je vais bien. »« Et toi ? » ?»« Ça va. Je travaille beaucoup. Prends soin de toi. » Des conversations vides, comme entre deux connaissances. Mais c'était mieux que rien. De mon côté, j'ai recommencé à vivre. Avec l'argent des remboursements et l'aide de Gérard et Françoise, j'ai pu retrouver une vie décente. J'ai repris mes cours de piano, quelques élèves, des enfants du quartier, pas pour l'argent, pour le plaisir, pour entendre à nouveau la musique remplir mon appartement. J'ai aussi commencé à sortir, à marcher dans Paris, à visiter des musées, à m'asseoir dans des cafés avec un livre, des choses simples, des choses que j'avais oubliées. Et lentement, très lentement, je me suis retrouvée. Anaëlle, pas juste la mère de Thomas, pas juste celle qui donne, moi. Un jour, j'ai reçu un appel de Françoise. « Anaëlle, j'ai quelque chose à vous dire. »« Quoi donc ? » ?»« Thomas et Léa vont avoir un bébé. » Mon cœur s'est arrêté. « Un bébé ? » ?»« Oui, Léa est enceinte de 3 mois. » J'ai senti une vague d'émotions me submerger. Joie, tristesse, peur. C'est merveilleux. Ils voulaient vous l'annoncer eux-mêmes, mais Thomas n'osait pas. Il a peur que vous refusiez de voir le bébé. Jamais je ne ferai ça. Alors appelez-le. S'il vous plaît. J'ai appelé Thomas le soir même. Maman, Thomas, Françoise m'a dit, pour le bébé. Un silence. Oui, on voulait te le dire, mais je suis heureuse pour vous, vraiment. Sa voix s'est brisée. Merci, maman. Est-ce que je peux venir vous voir ? Tu veux ? Oui. Quand ? Quand tu veux. Dimanche prochain, on prépare le déjeuner. Chez nous, à Pantin. D'accord. Le dimanche suivant, je suis allée chez eux. Le 2 pièces était petit, simple, propre, pas de parquet haussmannien, pas de moulure, pas de balcon, mais c'était chez eux. Vraiment. Thomas a ouvert la porte. Il avait repris du poids. Ses yeux étaient moins cernés. « Maman. Bonjour, mon chéri. » Nous nous sommes regardés. Puis, il m'a prise dans ses bras. Et cette fois, je ne me suis pas écartée. Nous avons déjeuné ensemble. Léa, Thomas et moi. Nous avons parlé du bébé, des prénoms, de l'avenir. Et à la fin du repas, Thomas a pris ma main. « Maman, je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je suis en train de devenir l'homme que papa aurait voulu que je sois. Je sais, mon chéri, et je veux que notre enfant te connaisse, pas comme une étrangère, comme sa grand-mère. » J'ai souri à travers mes larmes. J'aimerais ça. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai compris quelque chose. Le pardon n'est pas un acte unique, c'est un chemin long, difficile, douloureux, mais c'est un chemin qu'on peut parcourir, ensemble. Et peut-être qu'au bout de ce chemin, il y a la paix. 2 ans ont passé. 2 années pendant lesquelles beaucoup de choses ont changé. Thomas a continué de me rembourser, religieusement, 2000 € par mois, parfois plus quand il avait des missions supplémentaires. Au bout de 18 mois, il avait remboursé 43 000 €, la moitié de ce qu'il me devait. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était le geste, la constance, la preuve qu'il avait changé. Leur fille, Emma, est née un matin de printemps. J'étais là, à la maternité, dans la salle d'attente avec Gérard et Françoise. Quand Thomas est sorti, les yeux rouges, le sourire immense, et qu'il m'a dit « Maman, c'est une fille. Elle est parfaite. » J'ai pleuré. De joie, de soulagement, d'espoir. Quelques heures plus tard, j'ai tenu Emma dans mes bras pour la première fois. Ce petit être fragile, avec ses yeux fermés, ses petits poings serrés, son souffle doux. Et j'ai senti quelque chose se réparer en moi. Pas complètement, pas entièrement, mais suffisamment pour croire à nouveau à l'amour. Thomas était devenu un autre homme, pas parfait, mais différent. Il travaillait dur, trop dur, peut-être, mais il le faisait pour les bonnes raisons maintenant. Pour sa famille, pour sa fille, pour réparer ses erreurs. Léa aussi avait changé. Elle était devenue plus douce, plus attentive. Elle m'appelait régulièrement, m'invitait à déjeuner, me demandait conseil. Anaëlle, Emma pleure beaucoup la nuit.
Vous aviez des astuces avec Thomas? Anaël, je reprends le travail la semaine prochaine. Comment vous avez fait pour gérer tout ça? Elle ne m'appelait plus Madame Perrin. Elle m'appelait Anaël. Ou parfois, belle maman. Et cela me réchauffait le cœur. Mais la vie, comme je l'ai dit, a sa propre justice. Et un jour, cette justice s'est manifestée. C'était un mardi après-midi. J'étais chez Thomas et Léa, en train de garder Emma pendant qu'ils travaillaient tous les deux. La petite dormait dans son berceau. Je lisais dans le salon. Et puis, le téléphone de Thomas a sonné. Il l'avait oublié sur la table basse. J'ai vu le nom s'afficher. Cabinet Moreau & Associés. L'ancien cabinet de Thomas. Celui où il avait travaillé avant de démissionner. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. Allô? Bonjour, je cherche à joindre monsieur Thomas Perrin. Il n'est pas disponible pour le moment. Je suis sa mère. Puis-je prendre un message? Ah, parfait. Pouvez-vous lui dire que monsieur Moreau aimerait le rencontrer? C'est au sujet d'une proposition. Urgente. Une proposition? Oui. Monsieur Moreau souhaite lui offrir un poste d'associé dans le cabinet. J'ai senti mon cœur bondir. Un poste d'associé? Oui. Le cabinet s'est beaucoup développé ces 2 dernières années et monsieur Moreau cherche quelqu'un de confiance. Il a pensé à Thomas. Je lui transmettrai le message. Merci. Bonne journée. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Quand Thomas est rentré ce soir-là, je lui ai parlé de l'appel. Il est resté figé. Un poste d'associé? C'est ce qu'il a dit. Thomas s'est assis lentement. Je ne comprends pas. Quand je suis partie, Moreau était furieux. Il m'a dit que je le décevais, que j'étais en train de gâcher ma carrière. Peut-être qu'il a changé d'avis. Ou peut-être que c'est un piège. Léa, qui venait d'arriver, a posé sa main sur son épaule. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Rappelle-le. Thomas a rencontré monsieur Moreau 2 jours plus tard. Il est revenu ce soir-là, le visage illuminé. Il était sérieux. Il veut vraiment me faire associer. C'est merveilleux, a crié Léa. Mais pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi maintenant? Thomas a souri tristement. Il m'a dit que quand je suis partie, il pensait que j'avais fait une erreur, que j'abandonnais une belle carrière pour un salaire plus élevé ailleurs. Mais ensuite, il a appris pourquoi. Comment? Gérard, le père de Léa. Ils se connaissent. Ils ont déjeuné ensemble il y a quelques mois. Et Gérard lui a raconté. Tout. Thomas a baissé les yeux. Moreau m'a dit qu'il était impressionné, que peu d'hommes auraient eu le courage de tout quitter pour réparer leurs erreurs, que ça montrait du caractère, de l'intégrité. Il a levé les yeux vers moi. Il m'a dit que c'est le genre d'homme qu'il veut comme associé, quelqu'un qui connaît la valeur du sacrifice, de la responsabilité. J'ai senti les larmes monter. Thomas, maman, je n'aurais jamais eu cette opportunité si je n'avais pas changé, si je n'avais pas fait ce chemin. Il a pris mes mains. Tu m'as sauvée, maman, en me disant la vérité, en me forçant à me regarder en face. Thomas a accepté le poste, avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait avant. Et la première chose qu'il a faite, il m'a remboursé le reste, en une seule fois, 43 400 €, le solde complet. Maman, c'est fini, je ne te dois plus rien. J'ai regardé le virement sur mon compte, et j'ai réalisé quelque chose. La justice n'était pas venue de moi, ni de ma colère, ni de ma souffrance. Elle était venue de la vie elle-même. Quelques mois plus tard, j'ai croisé par hasard une ancienne collègue de Thomas, une femme du cabinet Moreau, Sophie. Nous avons pris un café ensemble. Vous savez, Anaël, Thomas est devenu une légende au cabinet. Vraiment? Oui, tout le monde connaît son histoire. Comment il a tout quitté pour réparer ses erreurs. Comment il a travaillé jour et nuit pendant 2 ans. Elle a souri. Il y a même des jeunes architectes qui disent qu'ils veulent être comme lui. Quelqu'un qui a du caractère, de l'honneur. J'ai senti mon cœur se gonfler de fierté. Et vous savez ce qui est drôle? A-t-elle continué. Quoi? L'homme qui l'a remplacé quand il est parti? Il a été viré il y a 6 mois. Pourquoi? Incompétence, mensonge. Il promettait des choses qu'il ne tenait jamais. Exactement ce que Thomas faisait avant. Elle a bu une gorgée de café. Mais Thomas, lui, il a changé. Et maintenant, il est respecté, admiré. Ce soir-là, j'ai réfléchi longtemps à tout ce qui s'était passé, à cette phrase que Thomas avait prononcée au dîner, il y a plus de 2 ans. Comment ça fait de ne plus servir à rien, maman? Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais jamais servi à rien. J'avais servi à quelque chose de bien plus important que de l'argent. J'avais servi de miroir,
un miroir qui avait montré à Thomas qui il était vraiment devenu. Et ce miroir l'avait forcé à changer, à devenir meilleur. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Thomas m'avait humilié, utilisé, blessé. Et pendant un temps, j'avais cru qu'il ne paierait jamais pour ça. Mais je m'étais trompée. Il avait payé. Pas avec de l'argent, pas avec des excuses, mais avec la honte, la culpabilité, le travail acharné. Il avait payé en devenant un homme différent. Et maintenant, il récoltait les fruits de ce changement. Un poste d'associé, le respect, une famille heureuse. Pas parce qu'il avait triché, mais parce qu'il avait mérité. Et moi, j'avais récupéré mon argent. Oui, mais j'avais récupéré bien plus que ça. Ma dignité, mon respect de moi-même, ma voix. J'avais appris à dire non, à poser des limites, à exister pour moi-même. Et j'avais récupéré mon fils. Pas comme avant, pas avec cette innocence aveugle, mais avec quelque chose de plus fort, du respect mutuel. Un dimanche, alors que nous déjeunions tous ensemble, Thomas, Léa, Emma, Gérard, Françoise et moi, Thomas a levé son verre. Je veux porter un toast. Tout le monde s'est tu. À maman. Il m'a regardé, les yeux brillants, pour m'avoir aimé assez pour me dire la vérité, pour ne pas m'avoir laissé devenir un homme que je détestais, pour m'avoir montré que l'amour, ce n'est pas tout pardonner. C'est parfois savoir dire « stop ». Les larmes coulaient sur mes joues. Merci maman. Pour tout. Tout le monde a levé son verre. À Anaël. Et dans ce moment, j'ai compris. La justice n'est pas toujours immédiate. Elle n'est pas toujours visible. Mais elle finit toujours par arriver. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Et moi, j'avais donné de l'amour, de la vérité, de la dignité. Et la vie me les avait rendus au centuple. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Emma a 2 ans et demi. Une petite fille vive, curieuse, qui court partout et qui m'appelle mamie. Chaque mercredi, je la garde. Nous jouons du piano ensemble. Ses petites mains maladroites sur les touches. Son rire quand elle réussit une note. Et je me dis que la vie est étrange. Parfois, elle nous brise. Puis, elle nous répare. Différemment. Mais elle nous répare. Thomas et Léa vont bien. Ils ont acheté un petit appartement dans le 11e arrondissement. 3 pièces, rien de luxueux. Mais c'est vraiment à eux. Thomas travaille toujours beaucoup, mais il rentre chaque soir pour le dîner. Pour lire une histoire à Emma, pour embrasser Léa. Il est devenu l'homme qu'il devait être, et je suis fière de lui. Quant à moi, j'ai appris quelque chose d'essentiel. Aimer, ce n'est pas tout accepter. Aimer, c'est aussi savoir dire la vérité, même quand elle fait mal. C'est poser des limites, se respecter soi-même, exister. Pendant des années, j'ai cru que mon rôle de mère était de me sacrifier, de tout donner, de m'effacer. Mais je me trompais. Mon vrai rôle était de montrer à mon fils ce qu'est la dignité, le respect, la responsabilité, et je l'ai fait. Pas parfaitement, pas sans douleur, mais je l'ai fait. Parfois, je repense à ce dîner, à cette phrase. Comment ça fait de ne plus servir à rien, maman? Et je souris, parce que maintenant, je connais la réponse. Ça fait de pouvoir enfin vivre pour soi. Ça fait de ne plus porter le poids des autres sur ses épaules. Ça fait d'être libre. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle a le droit de dire non, qu'elle a le droit d'exister, alors tout cela aura eu un sens. Nous, les femmes, les mères, nous avons appris à nous sacrifier. C'est ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on attend de nous. Mais parfois, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à ceux qu'on aime, c'est de leur montrer qu'on se respecte. Parce que c'est comme ça qu'ils apprendront à nous respecter. Et à se respecter eux-mêmes. Je m'appelle Anaël Perrin. J'ai 75 ans. Et j'ai appris que la vie rend toujours ce qu'on lui donne. Parfois avec du retard, parfois de façon inattendue. Mais toujours à leur donner de la bonté, de la vérité, de la dignité. Et la vie vous les rendra. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.